La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur la perte de la biodiversité. Bonsoir, merci pour votre patience, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la BNF. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis internautes, pour ce deuxième débat au cœur de la science, auquel vous pouvez bien sûr participer. N'hésitez pas à réagir, à poster vos réflexions, à poser vos questions sur le chat. C'est Christophe Da Silva de la BNF et moi-même, Caroline Lachowski, journaliste, productrice de l'émission Autour de la question sur RFI, qui seront votre relais pour penser ensemble la crise de la biodiversité. Alors penser, j'ai envie de dire à tous les sens du terme, même avec un A pour penser, P-A-N-S-E-R, et prendre soin de ce qui nous arrive. Car le constat est sans appel sur le déclin de la biodiversité animale et végétale, terrestre et marine, sauvage ou commune. C'est un fait majeur de notre temps, mais depuis quand, pourquoi, comment et jusqu'où? Sommes-nous en train de vivre la 6e extinction de masse? Peut-on encore l'éviter et apprendre à cohabiter avec, et non pas en prenant toute la place des autres vivants sur Terre? Regard croisé de chercheurs avisés et engagés sur ces questions essentielles, j'ai envie de dire existentielles. Nous sommes tous sur le même bateau, sur cette arche de Noé à reconstruire peut-être, comme le propose à notre réflexion la philosophe et grande empêcheuse de penser en rond Joël Zask dans son dernier ouvrage Zoocity, des animaux sauvages dans la ville, aux éditions Au Premier Parallèle. Bonsoir Joël. Bonsoir. Merci d'être en présentiel, donc avec nous dans cet amphithéâtre de la BNF. Vous êtes Joël Zask, spécialiste de philosophie politique, sociale et environnementale, professeur à l'université d'Aix-Marseille et chercheuse à l'Institut Marcel Mauss. Vous avez été une des premières, Joël Zask, à nous alerter sur les méga-feux dans un précédent ouvrage, après avoir travaillé également sur la démocratie au champ, car il s'agit bien d'inventer de nouvelles manières de cohabiter, de coexister avec les autres vivants sur Terre. C'est aussi en alliant les approches, celles des sciences exactes, dites dures, des sciences naturelles, et celles des sciences humaines, que travaille le biologiste de la conservation, Vincent De Victor, qui est avec nous en visio. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous depuis Montpellier, où vous coordonnez l'équipe de recherche Biodyssée, biodiversité dynamique, interaction et conservation de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Vous êtes l'auteur, Vincent De Victor, aux éditions du Seuil, de Nature en crise, penser la biodiversité. Et pour penser les causes et les conséquences de cette crise de la biodiversité, vous n'avez pas trop de casquettes, si j'ose dire, celle du biologiste qui étudie les données sur la dynamique et la distribution des populations animales, mais aussi celle plus philosophique sur les concepts, les outils technologiques et politiques que nous les humains développons pour y faire face à cette crise, à cette érosion de la biodiversité sur laquelle nous alerte et nous implique aussi le biologiste de la conservation Benoît Fontaine du Muséum national d'histoire naturelle. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être en présentiel, comme on dit, en direct avec nous, pour nous associer justement à tous les programmes de sciences participatives que vous menez au Muséum. Vous êtes biologiste au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation. On reviendra sur le terme conservation, entendre dans le sens anglais du terme. Vous êtes auteur d'un très inspirant ouvrage, La quête du naturaliste, petite observation sur la beauté et la diversité du vivant, aux éditions Transboréales. Et le naturaliste que vous êtes, qui court après les papillons et les oiseaux, est aussi un lanceur d'alerte, donc en tant que coordinateur du suivi temporel des oiseaux communs. C'est un programme de sciences participatives. Vous nous avez alerté, c'était en 2018, sur le fait qu'en 15 ans, un tiers des oiseaux avaient disparu des campagnes françaises. Alors les causes de cet effondrement des espèces sont connues: surexploitation des ressources naturelles, agriculture intensive, déforestation, changement climatique, bien sûr pollution, pesticides, mais c'est pas parce que nous connaissons les causes que nous agissons, n'est-ce pas? Et c'est un peu pour ça que nous sommes réunis ensemble. Alors cette alerte ne date pas d'hier, qu'on va pouvoir tout de suite le constater grâce aux ressources de la Bibliothèque nationale, où nous sommes ici avec un étonnant document que vous pouvez découvrir sur le site de Gallica et que l'on va voir tout de suite, extrait du tout premier tome de la revue La Science et la Vie, l'ancêtre de Science et Vie, revue scientifique qui existe toujours, même si elle a quelques problèmes. C'est un article donc paru en juin 1913 et intitulé « L'homme va-t-il exterminer tous les animaux du globe ?» Il est signé Edmond Perrier, qui était à l'époque le directeur du Muséum d'histoire naturelle.
naturel. Benoît Fontaine, c'était donc votre ancien directeur. Bien sûr, alors autre temps, autre discours, nous sommes en 1913, ce ne sont pas le réchauffement climatique ni la déforestation qui sont visés par Perrier, mais la chasse, pratiquée à grande échelle dans les colonies ou lors de safaris, ou pour satisfaire la demande de peau et de plumes. Comme le fait remarquer Perrier, la chasse a déjà été responsable de la disparition d'animaux emblématiques dans la mégafaune, puis dans le sillage des voyages d'exploration et de la colonisation européenne. On voit là un rhinocéros, c'est celui qui avait été chassé par le président Roosevelt, mais il parle aussi Perrier du dodo ou du grand pingouin. Alors si les causes particulières de l'érosion du vivant ont évidemment changé, Perrier en dresse pas moins un constat qui reste franchement d'actualité. Je le cite: « Tous les animaux sauvages sont aujourd'hui menacés par notre envahissante civilisation. » Je le cite encore: « Avons-nous le droit d'accaparer la terre à notre profit et de détruire au grand détriment des générations à venir tout ce qu'elle a produit de plus beau, de plus puissant, par une élaboration continue de plus de 50 millions d'années. N'est-ce pas un crime contre l'intelligence humaine, contre la science elle-même, que de supprimer tous ces êtres, véritables monuments historiques, à l'aide desquels nous espérons déchiffrer non sans peine l'énigme du passé du monde et le secret de notre propre origine. » Je trouve qu'il était tout de même sacrément prémonitoire, Edmond Perrier, dans cet article de 1913, Benoît Fontaine, qui dirigeait d'ailleurs le Muséum des sciences naturelles dans lequel vous travaillez. Prémonitoire, même si, bon, aujourd'hui, le pire danger, c'est évidemment pas la chasse. On pourrait dire quoi? Que le diagnostic était le bon, même si tout a changé depuis 1913. Ouais, alors effectivement, le diagnostic que Edmond Perrier portait, et on peut le porter encore. La surexploitation des espèces animales et végétales par la chasse, par exemple, est toujours un problème, mais il y a l'évolution des connaissances et l'évolution aussi de notre emprise sur la nature a fait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent que la chasse. Mais je voudrais peut-être dire que cette prise de conscience, elle est encore plus ancienne que 1913. J'ai un petit extrait là, du nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliqué aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine de Jean-Baptiste de Lamarck en 1807. Donc je vais vous lire un petit passage. Il dit: « L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par ses penchants à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il habite, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe, autrefois fertiles et très peuplées, à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. » Donc ça a été écrit par Lamarck en 1807. L'impact de l'homme n'était pas aussi lourd qu'il est aujourd'hui, et pourtant, il se rendait déjà compte qu'il y avait que nos activités avait un fort impact sur la nature. Un constat, donc une prescience. Je ne sais pas si on en a fait grand-chose. Joël Zass, j'ai envie de vous faire réagir sur ce texte d'Edmond Perrier, parce qu'il parle de ces animaux sauvages, et que vous travaillez beaucoup sur cette question du sauvage. On a commencé par se rendre compte de la disparition des animaux sauvages. En fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent et il y en a beaucoup qui disparaissent. Et ceux qui disparaissent sont souvent très loin de nous. De toute façon, on ne les connaît pas forcément. Et ceux qui apparaissent, au contraire, viennent à notre contact. Ils apparaissent dans les villes en particulier. Il y a toutes sortes d'animaux dans les villes qui sont loin d'être menacés par l'extinction, soit au contraire en pleine prolifération. Donc je crois que c'est aussi ces éléments-là qu'on peut prendre en compte pour parler d'extinction. Ces animaux peuvent d'ailleurs se tourner contre d'autres espèces et leur nuire. C'est le cas, par exemple, des goélands vis-à-vis des mouettes, ou de certaines espèces de goélands vis-à-vis d'autres espèces de goélands. Du coup, ce qui me semble aussi assez frappant quand on étudie la relation, non pas hommes-animaux, mais animaux-villes, c'est qu'il y a toutes sortes d'animaux qui profitent aussi de la dimension non durable de la ville, de sans quoi la ville est finalement engloutie sous des déchets et si peu écologique que finalement elle va
servir de réservoir de subsistance pour toutes sortes d'animaux. Après, je suis tout à fait à la suite de ce que disait Benoît Fontaine, d'accord avec ce point de vue suivant lequel d'abord le repérage du côté prédateur et destructeur de la nature de l'homme, c'est vraiment très très ancien. Je pense que la Bible réfléchit beaucoup justement à comment préserver l'environnement et que toutes sortes de cultures se sont bâties sur la recherche d'un bon équilibre justement entre l'espèce ou les peuples humains et les autres animaux. C'est le cas par exemple des aborigènes d'Australie qui, en entretenant la forêt par le feu, veillent aussi à la préservation des animaux et organisent la compétition entre eux, si on peut dire. Et bon, c'est ce qu'on disait des chasseurs dans le temps, enfin d'ailleurs ils revendiquent toujours cela, même si c'est peut-être plus suspect aujourd'hui, mais que justement ils gèrent la biodiversité, qu'ils contribuent à organiser la biodiversité en éliminant un certain nombre, en prélevant, comme on dit, certains éléments, un certain nombre d'individus au profit du développement d'autres individus, etc., etc. Mais en tout cas, cette relation active à la nature, elle peut être complètement destructrice. Et dans ce cas, comme le suggérait à la fois Perrier et Lamarck, eh bien, ce sont bien nos conditions d'existence humaine qui sont profondément menacées, ou alors elle est préservatrice, enfin, ou en tout cas respectueuse d'un certain équilibre qu'elle n'a pas créé, mais qu'elle va s'attacher à préserver. Ça, ce serait le meilleur qu'on pourrait se souhaiter. Voilà. On va y revenir, mais on voit bien que c'est quand même très, très complexe. Vincent de Victor, je vais évidemment vous faire réagir à la fois sur le texte de Perrier, sur le texte de Lamarck, sur cette question. Est-ce qu'on peut parler d'une 6e extinction de masse ? Peut-on l'éviter ? Ça sera une autre question, mais est-ce qu'on peut parler, parce qu'on voit bien que c'est quand même plus complexe que ça, mais on voit bien aussi que c'est inéluctable et que ça fait longtemps que les chercheurs alertent là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'une 6e extinction de masse ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ce retour en arrière historique. Pour moi, c'est vraiment entrer en thérapie que de prendre le temps d'essayer d'examiner ce qu'on savait déjà et de recontextualiser un petit peu ces alertes anciennes. C'est méthodologiquement, pour moi, incontournable aujourd'hui pour comprendre, finalement, dans l'agitation ambiante, comment un peu penser la crise de la biodiversité. Et avant de répondre sur la question de l'extinction de masse, qui est une question assez précise et passionnante, si on reprend le texte de Perrier, moi ça m'a occupé une partie de l'après-midi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. On voit dans cette archive que c'est encadré par 2 choses, et son texte lui-même d'ailleurs fait figure de pause dans ce magazine. La première, c'est une publicité pour les moteurs à gaz, dont il est dit qu'ils actionnent le monde. Et puis ensuite, la succession de publicités pour des voitures et puis les mérites qui sont vantés de l'industrie des torpilles. Et on voit quelque chose d'assez touchant, c'est que ce numéro de Science et Vie s'inscrit vraiment dans non pas une apologie, mais disons les mérites qui sont vantés de l'industrie lourde, et on sent le contexte fébrile de la Première Guerre mondiale qui monte. Et parler avec les termes que Perrier emploie, très naturaliste, zoologique, prendre position sur l'extinction des espèces dans ce contexte me paraît encore plus singulier. Et je trouve ça vraiment utile de replacer un petit peu la manière dont ces alertes ont été lancées et dans quel mouvement elles s'inscrivent. Et excusez-moi de vous interrompre, Vincent de Victor, mais vous voulez dire que finalement, on n'a peut-être pas pu les entendre aussi parce qu'elles étaient encadrées comme ça de moteurs et de progrès et que c'est peut-être moins entendable aussi cette alerte-là à l'époque. En fait, il y a des tensions et des conflictualités d'entrée de jeu. On est à la fois dans on sort d'une glorification un petit peu de la science positive. De cette idée qu'on va pouvoir un petit peu tout résoudre. On a l'industrie lourde, les chemins de fer qui se développent, l'automobile. Il y a des photographies dans ce numéro de Paris qui commencent à être encombrées par des embouteillages. On a l'irruption du superflu avec le premier aspirateur aussi dans ce même numéro qui fait son entrée chez la ménagère. On a le fer à friser. On a toute cette industrialisation des objets qui commence à coloniser le quotidien. Et ce qui est vanté, c'est la performance, l'exploitation possible de cette même nature pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Et il y a une forme assez apaisée, j'ai trouvé ça étonnant,
de la manière dont l'industrie militaire est vantée et décrite par les ingénieurs dans ce numéro. Et en même temps, on a Edmond Perrier qui met en garde sur les dommages collatéraux de cette civilisation prédatrice dont il est le témoin. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a souvent cette conflictualité qui est originelle. Pour peut-être réfuter d'emblée la vision selon laquelle il y aurait une prise de conscience graduelle qui serait aujourd'hui seulement arrivée à un point de maturité, voilà. En réalité, il y a de la conflictualité, il y a une tension vive dès le début avec des lanceurs d'alerte, mais aussi des contre-lanceurs d'alerte qui ont tout fait pour que les alertes ne soient pas entendues ou entendables. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas imaginer qu'on a simplement accumulation de savoir qui serait arrivé seulement aujourd'hui aux oreilles de la civilisation, de la société civile ou du monde politique. C'est plus complexe, c'est plus paradoxal que ça. Voilà. On va y revenir évidemment. Alors pour ce qui est de l'extinction de masse, ça c'est vraiment un point un peu qui cristallise les discours sur la biodiversité. Il y a, à mon avis, deux manières de l'envisager. Il y a une manière biologique. La notion de extinction, ça a une définition claire, qui est d'ailleurs plutôt empruntée à la géologie. C'est une disparition qui est à la fois globale. Alors est-ce qu'on y est ? Oui, ça on n'a pas trop de mal à quantifier et à montrer que ce qu'on décrit comme étant une perte de biodiversité, ça touche tous les biomes et quasiment tous les groupes. Bon, donc c'est global. Ça doit être massif, c'est-à-dire qu'on doit avoir une quantité importante d'extinction. Alors là, les choses commencent à être discutables, parce qu'on note que seulement 870 espèces à peu près ont été éteintes depuis 1500. Alors, est-ce que c'est massif ? C'est évidemment massif vu l'échelle de temps considérée. Vous voyez ? Mais on peut relativiser que 870 espèces, c'est pas énorme. Par contre, ça devient massif effectivement si on s'autorise de ne pas parler simplement des extinctions, du nombre d'espèces disparues pour de bon, mais qu'on additionne les espèces en danger critique. Là, on passe à beaucoup plus. On a plus de 1300 espèces qui sont en danger critique. Et puis, si on s'autorise à regarder le déclin des abondances des populations, alors là, oui, on documente pour beaucoup de populations à l'échelle du globe, dans de nombreux groupes, des déclins du nombre d'individus. Bon. Mais on est un peu obligé, pour comprendre la crise de la biodiversité actuelle, de ne pas se focaliser sur le nombre d'extinctions. Alors, est-ce que c'est rapide ? C'est le troisième critère. C'est rapide au vu de l'existence humaine. Voilà, en effet, depuis 1500, 877 espèces qui disparaissent pour de bon, et puis toutes ces fontes de population, c'est quelque chose d'inédit. À l'échelle de l'évolution, finalement, on peut dire qu'on a suffisamment peu de recul pour voir si c'est comparable au rythme des extinctions qui ont été documentées dans les 5 crises précédentes. Mais je dirais que cet premier aspect de la crise biologique, qui est un aspect très biologique finalement, loupe complètement la dimension culturelle, politique, que cette notion de crise d'extinction invite à penser. Autrement dit, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il se trouve que nous sommes en prise, témoins, responsables de la disparition de ces espèces, de la destruction d'habitats, de la disparition des individus. Donc, on est face à un sujet politique. Et j'ajouterais peut-être pour terminer que on oublie souvent de mentionner la portée épistémologique de la notion de crise d'extinction. Elle est défendue par les écologues pour rendre crédible et entendable la dénonciation de cette perte de biodiversité. Il fallait être capable d'avoir quelque chose d'aussi fort qu'une crise géologique pour qu'on prenne un petit peu au sérieux l'accumulation du savoir sur la biodiversité. Donc Edward Wilson en 86, quand il montre, il commence à porter cette notion de biodiversité qui était un peu balbutiante avec la notion de diversité biologique, il y joint tout de suite la notion de crise pour prendre acte qu'on peut la quantifier, qu'il est important d'en faire une énumération et d'être capable de pas simplement en parler comme d'une vision, mais que ça devient un acte biologique et écologique. Donc, il y a une portée extrêmement forte sur le plan de l'histoire de la science de l'écologie. Benoît Fontaine, je vais évidemment vous faire réagir parce que je posais la même question. Pour vous, on comprend bien avec ce que vient nous dire Vincent de Victor que la crise de la biodiversité, c'est une vraie crise, que ça fait longtemps qu'on le sait, que ça rassemble aussi beaucoup de nos paradoxes.
Mais c'est très important d'avoir un terme pour le dire et pour alerter. Et vous êtes un des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors, moi, je constate que moi, on est nombreux à travailler sur ce domaine, et la réalité de la crise, elle fait aucun doute. Mais je voudrais revenir sur c'est un sujet assez complexe, il y a plein de choses à voir. Déjà, qu'est-ce que c'est on parle de la 6e extinction. Pourquoi on parle de la 6e extinction ? Parce que ça veut dire qu'il y en a eu 5 autres avant. Et en fait, les 5 premières crises d'extinction, les grandes crises d'extinction, c'est des crises d'extinction qui ont eu lieu depuis l'apparition de la vie sur Terre, bien avant que l'homme soit présent. La 5e, c'était la crise crétacé-tertiaire, quand les dinosaures ont disparu. Et on définit ces crises d'extinction comme des moments où on a perdu à peu près 75% des espèces vivantes. Donc il y a un gap, il y a un seuil chiffré. Est-ce que nous, on a perdu 75% des espèces vivantes ? Déjà, ça demande de savoir, 75%, à partir de quand on commence à compter ? Ce qui est pas simple. On ne les connaît même pas toutes les espèces. En plus, on connaît. Alors, non, mais il y a plein d'inconnus dans ce problème. L'Union mondiale pour la nature, qui tient la liste rouge, qui est le document officiel qui recense les extinctions et les espèces, et qui classe les espèces en fonction de catégories de menaces. Elle recense donc, effectivement, c'est le chiffre que donnait Vincent, à peu près 900 espèces éteintes depuis 1500. Sachant qu'on a à peu près 2 millions d'espèces éteintes, 2 millions d'espèces connues, je veux dire, et probablement 10 millions d'espèces vivantes sur Terre, moins de 1000 espèces éteintes depuis 1500, on ne peut pas parler d'une crise. Alors, pourquoi quand même on dit qu'il y a une crise ? Il y a plein de façons d'aborder cette question, mais la première, c'est de voir d'où vient ce chiffre de 900 espèces. En fait, l'Union mondiale pour la nature, donc dans sa liste rouge, elle fait un travail très, très rigoureux pour classer les espèces selon des catégories de menaces en fonction de niveau de déclin, de taille de population, de taille d'aire de répartition, etc. Et donc, ça nécessite d'avoir beaucoup de données sur les espèces pour savoir à quel point elles sont en déclin et pouvoir dire si elles sont vulnérables, menacées d'extinction, gravement menacées d'extinction ou pas menacées. Et puis après, quand il s'agit de déclarer une espèce éteinte, c'est pas simple parce que si une espèce est éteinte, ça veut dire que le dernier individu de cette espèce, il a disparu. Et donc, il faut être sûr que quand on va chercher cette espèce, si on ne la trouve pas, est-ce que c'est parce que le dernier individu a disparu ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien cherché ? Alors, c'est difficile. Hein. Et l'Union mondiale pour la nature est assez stricte là-dessus et veut éviter ce qu'on appelle l'erreur de Roméo, c'est-à-dire de déclarer, en référence à Roméo et Juliette, déclarer que l'espèce est disparue alors qu'en fait elle n'est pas disparue. Et on ne veut pas faire ça parce que ça décrédibilise tout le travail. Donc l'Union mondiale pour la nature est très très prudente là-dessus. Et donc il y a beaucoup d'espèces qui sont déclarées éteintes, enfin qui sont réputées éteintes, comme chez les oiseaux, par exemple le pic à bec d'ivoire aux États-Unis, qui n'a pas été vu depuis à peu près le milieu du XXe siècle. Et ça ne veut pas dire que cette espèce est effectivement éteinte, sauf que ça veut dire qu'il y a très peu de spécimens de cette espèce. Et que donc elle est sûr, c'est sûr, et c'est un oiseau hyper emblématique, il y a plein de gens qui le cherchent, parce que ce serait quand même classe de retrouver cette espèce. Et personne ne l'a trouvé depuis 50 ans. On met des enregistreurs dans la forêt, on analyse tous les sons qui sont émis par les oiseaux de la forêt, on ne le trouve pas. Mais je vais me faire l'avocat du diable, Benoît Fontaine, mais les espèces, elles sont apparues, disparues. Espèces, c'est nous qui les classifions. Ok. Voilà, donc si je me fais l'avocat du diable et je vous dis, finalement, elles ont toujours apparu, disparu, on se rend bien compte que c'est plus compliqué, que ça va beaucoup plus vite, qu'il y en a plus, c'est ça, et qu'il y a plus de questions qui se posent, et que c'est surtout la biodiversité, la diversité du vivant qui s'amenuise. C'est ça ? Oui, mais alors, je voudrais quand même finir ce que je voulais dire. C'est qu'on a du mal à... C'est compliqué de déclarer que des espèces sont éteintes, et il faut avoir une bonne connaissance de ces espèces. Et donc, les 900 espèces éteintes, c'est des mammifères et des oiseaux,
principalement, et pas mal d'escargots aussi, mais en gros, c'est quelques dizaines d'espèces dans chaque groupe. Parce qu'il faut être sûr qu'elle a disparu, cette espèce. Et il faut savoir que chez les animaux, 95% des espèces, c'est des invertébrés, principalement des insectes, pour lesquels on n'a quasiment aucune information. Déclarer qu'une espèce de mouche d'Amazonie est éteinte, c'est impossible. Et donc, pour la plupart des espèces, on n'a pas ces chiffres, on ne sait pas. Ah, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. On sait pour les mammifères, on sait pour les gros. Pour les mammifères et les oiseaux, on est à peu près sûr d'avoir une liste assez rigoureuse. Et pour les oiseaux, c'est un vrai... Sauf, par exemple, pour des cas comme le pic avec d'ivoire dont je parlais tout à l'heure. Mais globalement, on a des chiffres qui correspondent probablement pas mal à la réalité. Pour tous les invertébrés, qui sont l'immense majorité des espèces, on n'a pas de données. Et donc... s'appuyer sur une approche comptable, c'est-à-dire cette espèce elle est éteinte, celle-là elle n'est pas éteinte, celle-là elle est éteinte, c'est impossible à faire pour la plupart des espèces. Et donc il y a d'autres méthodes pour évaluer l'ampleur de la crise d'extinction que de compter les espèces éteintes. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en œuvre. Par exemple, de dire, on sait, avec la théorie de la biogéographie insulaire, que le nombre d'espèces qui vivent sur un habitat, il est proportionnel, il est lié à la taille de cet habitat. Plus on a un habitat qui est grand, plus il y a d'espèces qui peuvent y vivre. Et donc, le corollaire de ce constat, de ce fait démontré, c'est que si la taille de l'habitat diminue, on a moins d'espèces qui peuvent y vivre. Et donc, cette théorie, elle a été appliquée sur des habitats qui disparaissent, par exemple sur les forêts tropicales, et on a pu calculer, sans savoir les espèces qui étaient là, mais en disant, si on a perdu tel pourcentage de forêt, et ça on connaît à peu près, il y a des incertitudes, mais on sait qu'on perd de la forêt, on peut chiffrer ça, mathématiquement, on a perdu tel pourcentage des espèces. Donc on peut faire comme ça. On peut regarder avec l'impact du réchauffement climatique. On sait que l'impact du réchauffement climatique force les espèces à changer leur aire de répartition. Par exemple, à monter vers le nord, dans l'hémisphère nord, pour rester dans les endroits où la température leur convient. Mais elles ne peuvent pas monter éternellement parce qu'il y a des mers, parce qu'elles arrivent dans des villes, parce qu'elles arrivent dans des endroits. Donc cette augmentation de la température, ça fait que aussi les aires de répartition diminuent. Et il y a des espèces qui disparaissent. Donc on peut, par des moyens indirects, même sans savoir exactement quelles espèces sont présentes, dire on va perdre tant de pourcentage. Et donc... on peut faire aussi prendre un petit échantillon d'espèces au hasard dans un groupe. Par exemple, moi j'ai fait ça sur les escargots, qui est mon groupe favori. En prenant un échantillon au hasard dans tous les escargots du monde et en demandant aux spécialistes des escargots ces 200 espèces, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pensez qu'elle vit toujours? Est-ce que vous pensez qu'elle est éteinte? Est-ce que vous ne savez pas? On fait ça, et puis avec des modèles mathématiques je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur ce même échantillon d'escargots, on applique des modèles mathématiques pour calculer la probabilité que ces espèces soient éteintes. Et ces deux approches qui n'ont rien à voir, une à dire d'experts et une mathématique, où on fait tourner l'ordinateur, elles arrivent exactement au même constat, c'est-à-dire qu'on a perdu à peu près 10% des espèces depuis l'an 1500. Et donc, ça veut dire que toutes les approches, quelle que soit la méthode utilisée, elles montrent qu'on a perdu beaucoup d'espèces et que le taux d'extinction qu'on connaît actuellement, il est bien supérieur au taux d'extinction normal. Ce qui m'amène à votre remarque en disant, il y a des espèces qui apparaissent, et ça rejoint ce que disait Joëlle tout à l'heure, je voulais réagir sur ce qu'elle a dit, quand elle disait il y a des espèces qui apparaissent dans les villes, et des espèces qui disparaissent. Le fait d'apparaître dans une ville, c'est pas qu'il y a une nouvelle espèce qui est créée, c'est qu'il y a une espèce qui migre, qui arrive dans un nouvel habitat et elle s'y installe, mais elle existait déjà, cette espèce. Et une espèce qui disparaît d'une ville aussi, peut-être elle va vivre ailleurs. Mais là, on parle d'extinction, c'est-à-dire l'espèce, elle ne vit plus nulle part. Le dernier individu est mort, et donc c'est une perte sèche, quoi. Et ce rythme d'extinction, donc pour résumer ce que je disais, il est bien supérieur à ce que et il s'accélère naturel. Parce qu'il y a aussi la notion d'accélération. Vous dites depuis 1500, c'est le curseur a été mis là, mais il s'accélère. Il s'accélère par rapport au rythme d'extinction
préhistorique, il est bien supérieur. Après, on peut imaginer qu'il est bien supérieur à aujourd'hui qu'il y a 500 ans du fait de l'impact qu'on a sur la nature. Mais je connais, alors il y en a peut-être, mais je ne connais pas d'études qui permettent de mesurer, par exemple, ce qui s'est passé entre l'an 1000 et 1500 et aujourd'hui sur le rythme d'extinction. Peut-être que ça existe, peut-être que mes collègues connaissent ça, mais... Joël Zach, je vais pas vous demander si vous savez ça, mais par contre, je voudrais vous faire réagir sur, président, ce que vient de dire Benoît Fontaine, sur finalement une manière de calculer et d'observer cette crise de la biodiversité et ces extinctions, c'est de regarder leur habitat. Et là, la destruction des habitats sur lesquels vous travaillez, elle joue énormément là-dessus. Enfin, c'est évident que pour aborder cette crise de la biodiversité, de la diversité du vivant, il faut aborder la question de leurs habitats et de la raréfaction de leurs habitats. Oui, alors effectivement, il y a toutes sortes de processus aujourd'hui qui convergent vers la destruction des habitats, des animaux, de toutes les espèces. Et je dois dire d'ailleurs qu'il s'agit de destruction des habitats d'espèces animales, mais également la destruction des habitats de toutes sortes de peuples. Et j'en reviens toujours à cette idée sur laquelle on achoppe nécessairement que l'écocide est un ethnocide. Ça, les deux phénomènes vont main dans la main. Alors évidemment, étant donné que les villes s'étendent, que les sols sont artificialisés, disons que les forêts sont défrichées, que la nature est mise au service finalement de l'extinction de la ville dans tous ses aspects, clairement... les possibilités des animaux de trouver leur subsistance, par exemple, sont souvent fortement impactées. Également, les circulations des animaux, qu'il s'agisse de leur transhumance ou de leur migration, sont également fortement impactées. Par exemple, les éléphants ont beaucoup de mal, finalement, à traverser leur zone habituelle du fait que les passages qu'ils empruntent depuis des centaines d'années sont aujourd'hui peuplés de nouveaux lotissements, en quelque sorte, et choses de ce genre. Donc, on a toutes sortes de problèmes qui viennent... impacter très fortement l'habitat des animaux en l'artificialisant, en le faisant disparaître, en le fragmentant, et tout ça couplé au réchauffement ou au dérèglement climatique, pousse justement un très grand nombre d'animaux, alors soit à l'extinction, soit au déplacement, en fait. Et donc clairement, les espèces qu'on voit apparaître dans les villes ou qu'on voit proliférer dans les villes ne sont pas des espèces spécifiquement urbaines, quoique apparemment elles évoluent tellement vite, et c'est le cas des goélands, c'est le cas des rats, c'est le cas des hirondelles. Gilles Soule avait étudié, alors il ne s'agit pas de nouvelles espèces, mais en tout cas d'adaptations biologiques et de nouvelles caractéristiques physiologiques qui peuvent apparaître au contact de la ville. Et donc, on voit effectivement beaucoup d'animaux pousser vers les villes où donc ils cherchent à trouver de la nourriture, de l'eau. J'avais en particulier un exemple qui était très frappant, c'était celui des dromadaires d'Australie qui, au moment des feux en Australie, mais également au moment de périodes de sécheresse, viennent vers les habitations, viennent vers les zones périurbaines, voire les villages, pour déraciner les canalisations, arracher les climatisations pour accéder à l'eau qui leur fait défaut dans le désert. Donc je pense que c'est cette situation, effectivement, clairement, je ne sais pas s'il y a extinction ou pas. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. En revanche, l'impact des activités humaines sur l'environnement qui constitue, disons, l'ensemble des conditions de vie humaine et l'ensemble aussi du monde qui nous est perceptible, que nous connaissons, que nous avons étudié, dont nous avons soit la science, soit l'anticipation, dont nous pouvons faire l'anticipation, c'est ce monde-là qui est fortement, menacé. Perturbé, donc crise, c'est évident, peut-être pas. Donc il y a extinction de masse, peut-être pas, mais crise de la biodiversité. Si, vous dites extinction de masse, oui, vous dites oui, Benoît Fontaine. Moi, oui, je suis convaincu de ça, et on n'est peut-être pas arrivé on n'est pas arrivé même aux 75% qui permettent de dire on a passé la 6e crise d'extinction, mais on en prend le chemin sans aucun doute. On en prend le chemin, et en tout cas, c'est une crise de la biodiversité, de la diversité
diversité du vivant. Quand Joël disait que c'était aussi une question pour les humains qui vivent sur cette terre, c'est au fond quoi? Il y a certaines espèces qui vont s'adapter. Le vivant va quoi se réduire, Vincent de Victor? Enfin, moi j'ai l'impression quand je vous entends, extinction de masse, oui, en tout cas pour le moment, véritable crise monstrueuse de la diversité du vivant, de la diversité des plantations végétales, de la diversité des seuls animaux qui pourront survivre, ou des sauvages qui viendront près de nous, ou destruction de la biodiversité des humains aussi. Est-ce que c'est pas tout ça dans le même bateau? Et c'est peut-être de ça qu'il faut parler, et peut-être que ça aussi, ça peut nous alerter. Vincent de Victor. Alors, pour reprendre d'autres de ces chiffres un peu sublimes qui sont une façon de répondre à cette question qui, moi, m'ont beaucoup plus troublé que la question des extinctions, c'est la répartition de la biomasse. Pour savoir, voilà, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une forme de rétrécissement, d'atomisation du monde sauvage. Et il y a des études récentes qui ont fait cette expérience de pensée, mais pas seulement l'expérience de pensée, c'est-à-dire qui ont pris le soin de bien quantifier proprement les choses, qui sont arrivés à la conclusion que la biomasse de vertébrés terrestres, aujourd'hui sauvages, totalise 4% de la biomasse totale. 4% seulement. Le reste, c'est 36% de chair humaine, de corps humain, et 60% d'animaux d'élevage. Moi, c'est un chiffre, évidemment, faut très vite s'en désolidariser pour voir ce que ça veut dire sur le plan politique, sur le plan de la répartition des déséquilibres, de l'exploitation. On a ce problème avec ces chiffres que je qualifiais de sublimes, c'est que ça crée une esthétique uniforme. Vous voyez, on a la biosphère comme un de ces objets un peu monstrueux dans lequel on est capable d'agréger l'ensemble pour tirer des statistiques totalisantes. Bon. Et évidemment, on a envie de faire un petit pas de côté, même si c'est un outil pour les géologues et les gens qui font de la biodiversité. On a une tendance à finalement tourner le dos un peu à ce que Joël mentionnait là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement, localement, lorsqu'il y a destruction d'habitat, des feux. On a envie de retourner sur Terre, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a fait des chiffrages de l'Anthropocène. Néanmoins, cette idée qu'on n'a plus que 4% de biomasse de vertébrés terrestres, moi, ça m'a sidéré. Et une autre manière de quantifier les choses, c'est que par groupe, 70% de la biomasse des oiseaux est représentée par une seule espèce, c'est le poulet. Et bon, c'est un peu baroque, hein, mais ça vous dit un petit peu l'ampleur de la domination. C'est-à-dire qu'on est pas simplement dans la question de catalogue, d'extinction, de suivi d'abondance. C'est l'aspect fulgurance de l'ampleur, voilà, qui a fait parler d'anthropocène et qui fait parler de crise, etc. Mais j'allais dire que, d'une certaine manière, ces chiffres totalisants ouvrent d'une certaine manière un piège ou une impasse, dans la mesure où, c'est ce que je disais, ils ont une tendance à dépolitiser la question. Voilà, nous serions tous dans le même bateau, alors que non, il y a des responsabilités qui sont pas les mêmes. La crise de la biodiversité, elle est multiforme dans l'espace et dans le temps, hein, et ça désécologise aussi, c'est-à-dire que on a une forme aussi d'objet qui parle peu à l'écologue, qui a envie de retourner sur des processus d'interaction, effectivement, de dispersion. Voilà, donc il me semble, peut-être qu'on peut revenir là-dessus à Edmond Perrier, parce que je trouve que là-dessus c'était assez frappant, qu'un retour à la question des corps et de leurs liens, la manière dont les corps finalement vivent, est peut-être une question plus stimulante aujourd'hui que d'avoir simplement ces chiffres totalisants. Un retour sur le terrain finalement, sur ce que l'on observe sur le terrain. Peut-être pour essayer d'expliquer que les espèces ne disparaissent pas. Les espèces, elles disparaissent pas, elles sont tuées. Ou alors, elles s'éteignent, mais pourquoi, pour qui, de quelle manière? Voilà. Est-ce que c'est ce dernier individu de l'ensemble des pigeons voyageurs qui ont disparu, parce que c'est une espèce effectivement éteinte, il a été simplement tué par un chasseur, ou est-ce qu'il s'est éteint parce que, eh bien, il était en bout de course d'une trajectoire évolutive naturelle qui était la sienne? C'est pas du tout la même chose. Donc les espèces, certaines disparaissent et ont disparu. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas tellement la disparition des espèces,
c'est tout un langage un peu euphémisé qui sont noyades, étranglement, surexploitation, commerce illégal. Enfin, il faut être capable de nommer ce qui arrive à ces corps, voilà. Et il me semble que Edmond Perrier, il va un peu dans cette direction. Vous voyez cette photo du rhinocéros, et puis il insiste sur ces aigrettes qu'on éplume pour agrémenter les chapeaux, voilà, de ces dames à Paris qui sont prises dans cette mode d'avoir une plume d'aigrette. Et il montre des corps d'aigrettes dépecés. Et moi, je trouve que c'est un retour au concret qui est important d'être capable de faire pour ne pas rester dans une observation totale, voilà, de la crise comme un phénomène quasi mystique, voilà, incapable de s'incarner dans des corps. Et du coup, c'est moins paralysant pour nous. Alors, Benoît Fontaine, je sais que vous faites de la science participative et que vous avez fait collaborer, notamment pour le comptage d'oiseaux communs. Est-ce qu'on peut justement revenir au terrain? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Puisqu'effectivement, ça nous parle et ça empêche de nous dédouaner aussi ou de nous paralyser. Effectivement, ce que dit Vincent est très intéressant, je trouve, et c'est vrai que c'est important de montrer ce qui se passe, pas juste d'avoir des mots comme ça, la crise, on est environné de crise tout le temps, là c'est une autre crise, et de concrétiser ce que c'est, avec des vrais mots, avec des images, c'est sûrement très important. Et donc, je suis complètement d'accord. Après, il y a un problème peut-être avec ça, c'est que c'est un message qui est assez négatif de montrer un rhinocéros mort. Alors, il faut pas non plus se cacher derrière... derrière le rhinocéros. Voilà, le rhinocéros, il est mort. Et c'est bien qu'on le voit. Mais il y a d'autres façons, d'autres façons de voir la nature. La nature, c'est vraiment une source d'émerveillement pour beaucoup de gens. Pour moi... en particulier, parce que c'est moi qui parle, mais pour beaucoup de gens. Naturaliste et pour moi, beaucoup de gens. C'est mon. Je suis un naturaliste avant d'être autre chose. Et je suis émerveillé par la nature. Et en fait, cet émerveillement, il est partagé par plein de gens à des degrés divers. Mais quand on voit l'engouement qu'il y a eu pour le chant des oiseaux au printemps dernier, au moment du confinement, où tout le monde s'est dit « Waouh, il y a des oiseaux qui chantent, c'est incroyable. Les oiseaux reviennent ». Les oiseaux, ils revenaient pas. Ils étaient là, c'était nous qui nous étions un peu tués, nos moteurs. On entendait mieux, mais il y avait vraiment un émerveillement. Tout le monde était ravi d'entendre ces oiseaux. Et donc, aller sur cette corde-là. Voilà, jouer sur cette corde-là, c'est très important. Et c'est ce que vous faites, notamment. Et voilà, et nous, les travaux que je mène avec le programme Vigie Nature, on est plusieurs à travailler là-dessus au Muséum. On fait donc ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire on fait de la science où on va essayer d'étudier des phénomènes naturels. Là, en l'occurrence, on essaye d'étudier l'impact de l'homme sur la nature. Et pour mettre en œuvre ces programmes, on fait participer des volontaires, des citoyens volontaires, qui nous permettent de collecter énormément de données avec une précision, une ampleur qui est inatteignable autrement. Et c'est grâce à ces données, par exemple, qu'on arrive à quantifier le déclin des oiseaux en milieu agricole dont vous parliez tout à l'heure. C'est grâce à la participation de citoyens. Et donc c'est un outil scientifique extraordinaire de faire participer les citoyens. Mais ce dont on se rend compte depuis quelques années, c'est que ces programmes, ils ont une autre vertu, c'est que le fait de participer à ce type de programme, ça transforme les participants. Et on l'a montré avec un programme qui porte sur les papillons, où on demande à n'importe qui, pas besoin d'être un spécialiste, de compter les papillons dans son jardin. Et on obtient des données sur les papillons, on peut mesurer l'impact de l'urbanisation sur les papillons grâce à ces données, par exemple, ou l'impact des pesticides. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le regard des gens sur les papillons, il change, et surtout, ce qui est encore plus important, c'est que leur pratique, elle change. Et parce qu'on leur demande la façon dont ils cultivent leur jardin année après année. Et on voit que, au bout de quelques années de participation à cet observatoire, à compter les papillons, les gens mettent moins de pesticides chez eux.
Et ils laissent pousser un petit peu des herbes folles plus que des géraniums. C'est ça, ils changent leur regard. On est impliqué, il y a cette question de notre sensibilité à la nature, la question de faire corps dans tous les sens, Joël Zass, parce que quand vous nous avez alerté aussi sur ces méga-feux, vous parlez aussi de destruction du paysage. Enfin, je veux dire, il faut qu'on soit touché nous-mêmes. Et effectivement, il faut revenir sur le terrain. On est touché en tant qu'être humain par la nature, les animaux. Il faut qu'il y ait ce rapport-là pour qu'on puisse faire bouger les choses et stopper peut-être un peu, ou au moins être vraiment conscient de cette disparition, de cette extinction, de cette érosion de la biodiversité. Oui, tout à fait. Là, Benoît parlait de merveilleux. Il y a une notion chez Réaumur qui est le merveilleux vrai. Merveilleux vrai. Le merveilleux vrai, oui. Et il dit qu'il y a toutes sortes de choses merveilleuses dans les romans, les contes, les mythes, etc. Mais que rien n'est plus merveilleux que la nature et qu'en plus, c'est du merveilleux vrai. Et j'aime bien ce couplage entre merveilleux et vrai. Et je crois que ça dit quelque chose de très important sur les conditions d'adoption du paradigme écologique à grande échelle. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que disons que toutes sortes de récits de la crise et de visions catastrophistes, c'est le rhinocéros, mais c'est aussi des dizaines de milliers de bisons qui auraient été exterminés pour prélever leur langue. Et donc Kathleen, le peintre américain, le paysagiste américain, va dépeindre les horreurs, et ce qui va d'ailleurs l'amener à créer ou avoir le premier l'idée du parc naturel, en fait. Donc ça, c'est des visions en fait qui certes touchent les gens, mais est-ce qu'elles vont déclencher la bonne attitude? Justement, ça, il ne semble pas. C'est-à-dire que parce que il y a parlé des parcs naturels ou quoi, de mettre de la nature, de la préserver. Parce que justement, exactement, parce qu'en fait, la réaction, c'est de sanctuariser la nature. Ou alors, ça peut être aussi exploiter la nature. Bon, le cas des éléphants est intéressant. Il en reste vraiment pas beaucoup, ni en Afrique, ni en Asie. Mais il se trouve qu'en Thaïlande, en particulier, ou au Sri Lanka, on a créé des parcs naturels pour les éléphants, où ils sont en réalité dressés dans des conditions assez dramatiques et utilisés pour distraire des touristes. Et c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que le safari photo est peut-être plus meurtrier que le safari initial, si vous voulez, le safari de chasse. Il y a quelque chose de profondément destructeur de la nature en général dans l'organisation du parc naturel pour des activités de loisirs et de tourisme, y compris le dressage des éléphants et finalement la contribution involontaire à leur extinction, là pour le coup, à leur extinction via leur dénaturation. Si on Donc il faut expliquer des simplifications. J'en profite aussi quand même pour dire un petit mot. Vous êtes tous les deux, Benoît Fontaine et Vincent de Victor, biologistes de la conservation. Mais c'est pas de la conservation sous cloche, on est d'accord, hein, c'est pas ça. Je sais pas qui veut répondre là-dessus. Excuse-moi. C'est un emprunt à l'anglais. On parle de conservation biology, et c'est la conservation de la nature. Ça veut dire, on peut en discuter des heures. Qu'est-ce que c'est la conservation de la nature? Qu'est-ce qu'on veut conserver? Mais c'est pas mettre les animaux dans le formol. C'est conserver la nature vivante, en tout cas. C'est ça. Vincent de Victor. Oui, en fait, ça a une histoire scientifique, cette discipline, avec des fondateurs, avec un journal, avec une société dont on peut faire l'étude. Et ce qu'on remarque très vite, c'est que on a affaire à des gens qui sont pétris d'évolutionnisme et qui sont complètement convaincus de l'aspect dynamique des choses et qui insistent sur le long terme. Il s'agit... Alors, je sais pas trop d'où vient, il faudrait un peu peut-être retracer ça, le procès de la nature sous cloche, qui, sous certains aspects, est absolument valable lorsqu'on a été un peu dans cette direction. Et à mon avis, on a confondu la nécessité et la possibilité de délimiter un impact et de postuler que ce qu'on mettait à l'intérieur était figé, alors que tout biologiste de la conservation, s'il est un petit peu biologiste, ne conçoit aucunement que délimiter une zone comme étant à respecter
correspond à une manière de fixer les choses définitivement dans le temps. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de tout à fait compatible d'envisager une nature dynamique avec des processus naturels, même peut-être parce qu'on cherche à préserver un ensemble de possibles pour des dynamiques qui ne sont pas que contraintes par des processus d'artificialisation, et une délimitation. Et heureusement qu'on a recours à des formes de délimitation. Sinon, alors, il y aurait quelque chose d'un peu étrange à imaginer qu'on peut absolument disposer de l'ensemble des surfaces terrestres, des écosystèmes, des zones, etc., sans du tout se poser la question si on doit y demeurer, on doit l'exploiter, ou si on peut simplement l'observer, mais à l'écart, de loin, n'y faire que passer. Un respect pour un lieu ne correspond pas du tout à mettre sous cloche. Pourtant, c'est devenu un petit peu une attaque assez classique de la biologie de la conservation, comme ayant développé des stratégies de mise sous cloche ou de nature statique. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas tout à fait correct si on reprend un peu les objectifs de cette discipline, voilà, qui pense un peu la question de la naturalité sur le long terme. En revanche, évidemment qu'on peut étudier ici et là les moments où ça s'est mal passé et où ça a été des catastrophes, où c'était des ethnocides, mais très souvent c'était pas tellement pour protéger la nature et la figer, mais c'était pour s'accaparer des ressources ou dominer ou des actes violents d'expropriation. Donc c'était bien une question de groupe qui dominait d'autres groupes. Et on a souvent transféré cette critique-là à la protection de la nature comme quelque chose de fixé ou de statique. Alors qu'en réalité, il me semble que de protéger la naturalité d'un certain nombre de processus et la possibilité d'avoir des zones où on fait juste tout simplement pas ce qu'on veut, voilà, et que ça on le décide collectivement, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément sorti de nulle part. C'est une construction démocratique de l'auto-limitation à ce qu'on est capable de faire, et tout à fait bienvenue, souhaitable, et d'ailleurs a montré que ça avait des résultats extrêmement positifs. Vous prenez les aires marines protégées, on a réussi à maintenir une biodiversité marine dans certaines zones grâce aux aires de protection. Pas du tout en imaginant qu'on fixait quoi que ce soit, mais simplement en éviter de détruire. Conserver, c'est aussi essayer d'éviter de détruire. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Oui, merci pour cette précision. Attention, à chaque fois, c'est quand même complexe. On va y revenir aussi, j'imagine, avec Joël, sur le fait de poser des limites à nos activités humaines. En même temps, les animaux sauvages, eux, ils s'y retrouvent dans nos... Vous le disiez bien, hein, vous dites aussi, les bêtes, elles vivent souvent sur l'indignité humaine, dans les décharges, et elles s'y retrouvent là-dedans. On va peut-être faire une petite pause au niveau des questions. Je ne sais pas si Christophe Da Silva a des questions sur le chat. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Alors, certaines nous feraient remonter très loin au début de la conférence. Donc, je vais plutôt vous poser les questions qui nous permettraient un peu d'aller de l'avant. Donc, on nous demande notamment si les biologistes de la conservation sont écoutés par les pouvoirs publics et de quelle manière, par quel biais, quelle est leur influence sur l'aménagement du territoire, etc. Et puis on nous demande aussi quel comportement vertueux adopter dans la vie de tous les jours, dans sa consommation par exemple, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Alors on va prendre les questions dans l'ordre. Est-ce que vous êtes entendu Je peux peut-être répondre à la première question. Donc nous, on est dans les programmes qu'on mène sur le suivi des oiseaux avec la collaboration de citoyens volontaires. Ça nous permet de publier chaque année un indicateur de l'état de santé des communautés d'oiseaux. Et donc là, c'est pas de la recherche, c'est vraiment un travail c'est similaire à ce que fait l'INSEE en publiant la courbe du chômage chaque année. Et on dit, cette année, on a perdu, par rapport à l'année de référence qui est 2001, on a perdu tant de pourcents, ou on a gagné tant de pourcents de population pour tant de pourcents d'effectifs pour telle ou telle espèce d'oiseau ou tel groupe d'oiseaux. Et ces indicateurs, c'est des indicateurs, notamment ce qu'on appelle l'indicateur oiseau agricole, qui est construit au niveau européen avec le suivi qu'on fait en France et les suivis similaires dans les pays d'Europe. C'est un indicateur officiel de la Commission européenne,
reconnus officiellement pour évaluer notamment l'efficacité des politiques environnementales et notamment de la politique agricole commune. Donc on attend votre rapport. Enfin, donc on attend notre rapport, donc on publie ce chiffre chaque année, on le fournit au ministère, on le fournit à l'Europe. On dit chaque année, ça va pas, les oiseaux agricoles se cassent la figure. Et chaque année, ça continue à se casser la figure. C'est une réalité. Là, c'est vraiment c'est une réalité indéniable. Enfin, il reste quoi, quelques espèces, parce qu'on les entend toujours chanter, mais c'est alors, quelques il reste, espèces d'oiseaux, c'est ça? En France, il n'y a pas eu d'extinction d'espèces d'oiseaux. Temps historique, pour autant que je le... Voici, il y a peut-être le libis chaud, enfin bon, mais globalement, on n'a pas perdu d'espèces. Par contre, on a perdu énormément d'effectifs. On a des espèces qui ont perdu 70% de leurs effectifs en une quinzaine d'années, ou en 20 ans. Le moineau de Paris, on a perdu les 3/4 des effectifs à Paris en 15 ans. Et il y a plein d'exemples comme ça. L'hirondelle de fenêtre, pareil, c'est 50%. Enfin bon, je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Donc on attend vos rapports, vous donnez vos rapports, vous dites ça. Voilà, on dit ça et il ne se passe rien, globalement. Alors il y a des petits frémissements, quoi, mais globalement, ce qui se passe dans les réponses politiques à cette crise, elles ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Vincent de Victor. Alors, je dirais que il y a peut-être quelque chose à reproblématiser un petit peu différemment. C'est, y a-t-il un sens à imaginer que la science produirait un résultat qui serait mis à disposition d'un pouvoir capable d'être différencié de la sphère scientifique, complètement différent, deux sphères différentes, éventuellement d'interaction, et que cette sphère politique déciderait sur la base de cette connaissance. En réalité, si on regarde la construction des connaissances en biologie de la conservation, on se rend compte qu'on a un régime de savoir-pouvoir, quelque chose d'extrêmement intriqué, où bien sûr qu'il y a un dialogue, mais il y a même plus qu'un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une forme de problématisation de la crise qui est à la fois compréhensible et intelligible pour les scientifiques et ajustée, traduite, reconfigurée par la sphère politique depuis toujours. Donc une façon peut-être de répondre, c'est de dire qu'on est trop bien entendu, mais en fait depuis le début, où les questions de crise écologique ont été très vite perçues par les grandes firmes et par les gouvernements comme un problème majeur de remise en question d'un certain modèle de développement. Donc si on se replace dans les années 70, on a la naissance de cette tension entre un savoir qui s'accumule et un pouvoir politique qui, bien sûr, a bien compris l'auteur de l'enjeu et ce que ça veut signifier sur le plan politique. Et on a cette organisation d'un rapport de force, en réalité, entre une connaissance toujours plus fine qui s'accumule et un pouvoir politique qui doit composer avec ces alertes. Ce qu'on peut, en revanche, noter, c'est que les choses semblent, ou cette tension semble, à mon avis, se redécouvrir, parce qu'elle a été, d'une certaine manière, à mon avis, apaisée, escamotée par le concept de développement durable. Où on a imaginé que tout était possible. Voilà, continuer le mode de développement pensé dans les années 80 et préserver l'environnement avec une espèce d'harmonie un peu étrange, abstraite entre la sphère sociale, économique et environnementale. Ce mouvement-là, il a été extrêmement puissant pour pacifier ou arrondir ce qui a été le mouvement environnementaliste des années 70, qui était très vif, voilà, et très conflictuel, en disant stop, on est en train de faire quelque chose d'inédit et qui pose des problèmes fabuleux sur le plan de la remise en question politique que ça suggère, etc. Et donc il y a eu une reconfiguration de ce problème-là qui était très fort par cette idéologie du développement durable. On sent qu'il s'essouffle. On sent qu'aujourd'hui, il y a une prise de position de plus en plus forte de la sphère scientifique, mais aussi de la société civile, pour dire manifestement le en même temps, là, il va pas pouvoir suffire. Et du coup, moi, j'ai pu voir avec stupéfaction, finalement, des gens se positionner
avec une narration que j'imaginais pas. Par exemple, la notion de désobéissance civile, les mouvements d'extinction-rébellion qui sont allés très loin dans la contestation, ou des appels de scientifiques justement à dire stop, qu'il y en a marre en fait. Voilà. Donc, on sent qu'il y a peut-être une repolitisation, ou en tout cas un retour de ce qui a été à l'origine dans les années 70 et qui a été perdu pendant toute cette vague de développement durable qui reste très présent quand même dans l'espace public comme une manière finalement de pacifier ou d'arrondir les problématiques écologiques. Joël Zask, évidemment, vous n'êtes pas biologiste de la conservation, mais vous êtes philosophe et vous vous intéressez beaucoup à ces questions et à ces rapports entre les hommes et l'environnement, et vous dites aussi que c'est une question politique. Oui, c'est une question politique, mais c'est plus peut-être une question de culture politique que de politique. Je pense que la politique, au sens politicien du terme, elle est toujours la caisse de résonance et l'expression d'une culture politique. Et personnellement, je m'intéresse beaucoup aux cultures politiques et à comment on modifie ces cultures politiques plutôt que au système politique lui-même, à la politique politicienne et à la vie des institutions. Mais clairement, on voit qu'il y a des changements et on peut modifier. Enfin, disons, on peut passer par l'opinion pour changer la politique, ou alors on peut passer par les dirigeants pour essayer de changer l'opinion. Mais je pense que le deuxième chemin est beaucoup plus ardu que le premier, et que au niveau de l'opinion, les choses vont très vite en réalité. Et que on le voit bien au niveau des politiques municipales, des politiques de la ville, des politiques locales, de la manière dont les maires, par exemple, ont redéfini leur mandat. Ça va assez vite, même en France. Vous êtes entendu, par exemple, Joël Zask, quand vous écrivez ce zoocité, les animaux sauvages dans la ville, ça alerte, parce que ce que vous dites... Beaucoup d'architectes et d'urbanistes se sont intéressés à ce travail parce que justement, il met l'accent sur quelque chose qui a à voir avec la participation. Et à partir du moment, comme vous le disiez au départ, à partir du moment où les gens participent. Mais participer, ça ne veut pas dire uniquement participer à des débats, dire oui ou non, être mobilisé au profit de dispositifs auxquels les gens n'ont pas du tout contribué au départ. Non, participer, ça veut dire faire des choses ensemble. Alors par exemple, dans un jardin partagé, les gens participent. Des enfants qui vont sur les chemins pour prélever des fougères et examiner leur sport, ils participent. Donc la participation, ça implique un régime d'action qui est vécu toujours à la première personne. On ne peut pas faire une expérience à la place de quelqu'un. Et je crois qu'il faut juste partir de là pour d'ailleurs comprendre ce que c'est qu'originellement la démocratie. C'est de se gouverner sans un maître, c'est de s'auto-gouverner en quelque sorte. Et donc là, je crois qu'en passer par là, par des participations concrètes, que ce soit de repérer des animaux, d'écouter des chants d'oiseaux, de documenter son expérience, voire d'aller au contact d'expériences qui seraient propices à la pluralisation finalement de nos perceptions. C'est ça le merveilleux vrai en fait. C'est de coupler notre émerveillement à de l'étude, à de la réflexion, à du partage, à de la communication. Et là, en l'occurrence, on voit comment, par exemple, les sciences paysannes ont pu, dans une certaine mesure, révolutionner. Les sciences paysannes. Oui, les sciences paysannes, c'est un terme aujourd'hui qu'on a beaucoup utilisé pour parler d'une part des semences, mais disons que l'opposition entre, d'un côté, les savoir-faire, les savoirs traditionnels, qui serait le propre des cutéreux, en fait, qui sauraient pas vraiment, qui arriveraient jamais à l'intelligibilité de ce qu'ils font. Et puis, à l'opposé, la science au sens, d'ailleurs, très pré-scientifique, c'est-à-dire la science d'expert, une science qui consisterait à découvrir la manière dont les phénomènes obéissent aux lois de la nature, comme si les phénomènes obéissaient à quoi que ce soit, d'ailleurs. Voilà, ce sont des visions, si vous voulez, dichotomiques dont le résultat, c'est vraiment... le fait que des quantités de gens sont évacués hors du système de production des connaissances partagées, en fait, qui n'ont pas voix au chapitre. Et or, ce serait ça précisément pour répondre à la question sur quoi faire et quelles pistes. Ouais. Ça passerait par une participation, un investissement, par l'émerveillement, par la beauté. C'est-à-dire, comme le dit Réaumur, en fait, quand il l'utilise, j'y reviens parce que je trouve que c'est une notion très éclairante et qui est très... qui est très mobilisante. En fait, si l'on peut coupler le merveilleux et le vrai, c'est parce que
l'esprit scientifique, expérimental, la vraie science, la science rationnelle, enfin la science au vrai sens du terme, en fait, s'accompagne toujours du savoir de la part de l'expérimentateur qui restera toujours quelque chose à découvrir. C'est ça, et on retrouve le corps dont vous parlez aussi. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on va jamais faire le tour de l'objet, en fait. Et si on avait cette attitude-là, on ne serait pas les prédateurs qu'on est, tout simplement. C'est ça, changer d'attitude. Un rapport au monde complètement différent, et c'est ça qui est politique, fondamentalement politique. Je pense qu'on a répondu à peu près aux 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres questions? C'est peut-être ça, le comportement vertueux. Parce oui, c'est ça. Le comportement vertueux, c'est un peu de se poser des questions et d'élargir son champ de vision et de perception en même temps. Parce que je crois que les sciences alors souvent on dit, les sciences c'est bien, mais maintenant parlons des émotions, des affects. Non, mais... Je veux dire, il faut aussi une relation scientifique à nos propres perceptions. C'est ce que disent les musiciens, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on apprend à percevoir. Je veux dire, les enfants, on apprend à affiner nos perceptions. Et tout ça passe aussi par des lectures, des études, des comparaisons, du oui-dire aussi, de la transmission, etc. Ce serait ouvrir les yeux et les oreilles sur... ceux qui nous entourent et pas seulement craindre sa perte, parce que c'est aussi très compliqué à chaque fois, comme c'est pas des conseils qu'on peut donner, mais quelles attitudes adopter entre effectivement être alerté, réagir, participer, vous écouter, mais regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Vincent de Victor. Et oui, et je pense que c'est une question abyssale surtout, et elle supposerait justement peut-être une vision de la démocratie ou de la construction d'un collectif qui serait un peu douteux. C'est d'imaginer que quelqu'un aurait un programme ou une vision capable de donner des conseils justement sans être incarné par de l'expérience et de l'expérimentation et le partage. Donc je partage tout à fait l'analyse de Joël sur cette idée que le que faire et le quoi expérimenter, comment et avec qui, plutôt qu'une recette, un programme, un projet. Donc effectivement, une des solutions, c'est peut-être de refuser l'idée qu'il y ait une solution énonçable sous forme d'un énoncé simple qui serait un cri de ralliement. Voilà. Il suffit pas de dire quelque chose pour construire collectivement un mouvement. Et peut-être que là, il y a quelque chose d'effectivement enthousiasmant, c'est de constater le bourgeonnement de ces publics, de ces collectifs qui se mobilisent, qui expérimentent avec des mouvements artistiques, des mouvements évidemment d'innovation de tout type. Et je trouve ça, pour le coup, assez motivant d'être le témoin et de constater ça. Peut-être que comment dirais-je, un conseil, ce serait, mais que je me pose à moi-même, c'est trouver ces formes d'engagement aujourd'hui. Voilà, comment et pourquoi s'engager et de quelle manière, c'est la question de point de départ peut-être. Et sans réduire non plus, moi j'ai envie de dire, parce que je pense que dans l'émerveillement dont on parlait, dans le fait de faire corps, c'est chacun aussi individuellement face à aussi cette biodiversité dans son ensemble. Ça veut plus rien dire, mais quand on regarde un papillon, quand on regarde un éléphant ou un rhinocéros ou une petite fleur, c'est une petite fleur ou un papillon qui existe pour lui. Enfin, il y a ce rapport-là, maintenir la biodiversité de chacun. Benoît Fontaine. Oui, c'est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est merveilleux de se pencher devant une petite bête et de la regarder vivre. Enfin, c'est abyssal, ça aussi. C'est vrai. Il faut juste prendre le temps un peu de se pencher dessus. Et en fait, quand même, pour donner des... Alors effectivement, il n'y a pas de recette. Parce que s'il y avait la recette, peut-être qu'on la prendrait. Mais il y a quand même des indications assez claires de ce qu'il faut faire. Alors il y a tout ce que le monde politique et économique devrait faire et qui ne fait pas tellement
parce qu'il y a plein d'enjeux dans tous les sens. Enfin, c'est compliqué, évidemment, mais enfin bon, il pourrait peut-être faire mieux quand même. Mais pour parler de ce que fait des citoyens, il y a quand même des directions à prendre qui sont maintenant bien connues. Enfin, la frugalité, c'est peut-être quand même vers là qu'il faut aller. On est en tant que citoyen des consommateurs, et en tant que consommateur on a un grand pouvoir quand même, et donc la façon dont on consomme ça va orienter les choses si on est suffisamment nombreux à le faire. Donc des trucs tout bêtes, hein, moins de viande, prendre son vélo plutôt que sa voiture, enfin des choses comme ça, c'est bête, hein, et j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, c'est quand même important. Et puis l'autre chose, c'est je reviens à la démocratie dont parlait Joël, hein, on a la chance d'être en démocratie, et il faut voter pour les personnes qui portent le message, ou le programme le plus. Alors c'est pas toujours facile à décrypter, mais il y en a qui sont quand même mieux que d'autres pour ça. Joël Zask, dans votre roche, j'ai envie d'y revenir un peu, on ne s'est pas arrêté là-dessus. Comment dire, c'est aussi assez enthousiasmant de le lire, cette question des animaux sauvages qui viennent dans nos villes. C'est enthousiasmant parce qu'on se rend compte aussi que tout ce dont on a parlé ici, et ce dont on a parlé à la dernière séance également, que tout est extrêmement lié, et que les questions sociales sont liées, et que si ces animaux sauvages viennent fouiller nos poubelles, c'est aussi parce qu'on a d'énormes poubelles, enfin qui mettent en lumière ce sur quoi on doit tous travailler et réfléchir. Et je trouve que c'est ça aussi qui peut être enthousiasmant, c'est de se dire, non pas on ne peut rien faire, on est paralysé, c'est foutu, mais de se dire, bon, il y a tout ça, mais relevons les manches. Et regardons véritablement ce qui se passe. Et ce qui se passe dans nos villes, et ce qui se passe avec ces animaux sauvages, entre guillemets, qui nous renvoient aussi à toutes les considérations qu'on peut avoir, nous, sur les autres, qui sont tous sauvages, mais nous, on l'est pas. Et je trouve que ça aussi peut être un peu moteur et enthousiasmant. Oui, je crois que c'était aussi un peu l'impression de beaucoup de gens au moment du premier confinement de mars dernier, d'il y a 1 an maintenant, c'est que on s'est dit, on voit apparaître des animaux sauvages, on les a surtout vus apparaître sur des vidéos YouTube d'ailleurs, mais en réalité, beaucoup d'entre eux étaient déjà là. Mais par ailleurs, il y a un phénomène d'arrivée massive des animaux dans les zones urbaines. Ça, je crois que, c'est pas encore très documenté, mais il est possible que ça le soit de plus en plus. Il y a vraiment des animaux qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans les villes, notamment par exemple des éléphants, des coyotes, des pumas, des espèces de serpents, mais aussi des kangourous, des dromadaires, etc. Donc c'est même la grande faune, les insectes également. Qui déboulent en ville, où sont censés vivre 70% des gens à l'horizon 2050, d'après les statistiques. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un problème à la fois de confrontation et de fascination. Il y a les deux à la fois. C'est-à-dire que à partir de l'expérience de l'apparition d'animaux sauvages dans les villes, on se dit, mais tiens, finalement, la ville n'est pas cet univers normé, obéissant, rationalisé, sous contrôle et complètement maîtrisé qu'on avait imaginé. Ces animaux qui déboulent en ville, ils ouvrent les portes de la ville et créent une nouvelle géographie dans la ville. Et donc ça peut être une occasion, je crois que c'est peut-être ça qui nous a touchés. Il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés, et je me mets vraiment dans le nous parce que j'étais très impressionnée aussi. Et donc entendre un chant d'oiseau qui résonne, d'une certaine façon, c'est en finir avec l'univers maîtrisé et carcéral auquel on peut associer la ville, parce que la ville, c'est vraiment pensé historiquement contre la nature. Et pas seulement en Europe, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que la ville, c'est, comme on disait au Moyen-Âge, c'est la murée. C'est, on fait des remparts, on construit à l'intérieur des remparts un univers, souvent d'ailleurs géométrisé, mais qui est destiné à élever les humains vers les fruits les plus précieux de la civilisation. Donc il y a une vision évolutionniste là pour le coup de la civilisation à l'intérieur de ces remparts. Je crois que ça ouvre, comme vous dites, ça ouvre. Et donc ça ouvre les remparts, voilà. Ouvre les remparts. Ça peut nous ouvrir l'esprit, et ça pose cette question de la coexistence et de la cohabitation, parce qu'au fond on en est là, on est nombreux sur Terre. Comment
coexister, comment ne pas, de fait, nuire, supprimer, enfin prendre la place de tous les autres. Et de toute façon, on n'aura plus la nôtre de place. Donc, on n'a pas tellement. Et là, le choix. voilà. C'est peut-être une sorte de conclusion, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je veux juste te dire un tout petit mot très rapidement, c'est que effectivement, sous l'angle de notre pandémie actuelle, la coexistence qui s'oppose à la fois à la juxtaposition des êtres et à la cohabitation, qui est une relation beaucoup plus intime, cette coexistence, elle est écosystémique ou elle n'est pas. C'est-à-dire que elle se fonde sur la recherche de la bonne distance, qui n'est pas du tout évidente, parce que si on est trop près, zoonose. Et en même temps, l'attitude qui voudrait éloigner à tout prix, c'est-à-dire détruire, est évidemment aussi anti-écologique. Donc, c'est justement ces questions-là que et comment être sur cette crête-là de coexistence à la bonne distance? C'est pas facile, mais il y a sans doute des solutions. En tout cas, c'est effectivement excitant de les rechercher. D'y réfléchir, ouais. Et d'un point de vue vraiment très concret, typomorphologique même. Ouais. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que moi, j'ai la sensation qu'il y a aussi quelque chose de fort qui se joue dans cette coexistence distanciée, c'est-à-dire dans la possibilité d'être touché, d'éprouver de la tristesse profonde, mais aussi de la peur, de l'angoisse, etc., au sort d'une biodiversité qu'on ne verra jamais et qu'on n'a peut-être pas intérêt de voir. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pas besoin d'aller nager avec le grand requin blanc pour ne pas vouloir sa disparition. Voilà, je suis touché et je pense que beaucoup de gens en ville n'ont pas accès, mis à part ces moments d'interaction très particulières de l'irruption du sauvage qui vient vers eux, mais n'ont pas forcément besoin de l'accès ni même de l'expérimentation physique d'une nature sauvage pour avoir légitimement et puis juste concrètement juste pas envie qu'elle disparaisse, quoi. Et je vous dis ça m'a frappé dans des manifestations sur la protection du lynx, du loup et de l'ours en France. Je me suis retrouvé dans un cortège de gens qui manifestement n'auront jamais vu et ne verront jamais ces espèces. Et ce qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme et je veux dire la chose très profonde qu'ils étaient en train d'éprouver contre la disparition de ces espèces. Ils étaient prêts à s'engager leur corps à eux, pour le coup, là, dans cette manifestation. Et moi, je trouve que c'est important que ça soit possible d'imaginer que, voilà, on n'a pas besoin, parce que, vous voyez, c'est une forme de critique possible de la conservation comme étant restreinte à ceux qui ont la chance d'eux. Comme si les urbains n'ont pas la possibilité d'éprouver de la tristesse ou un problème vis-à-vis de la disparition du sauvage. Alors que je pense que il y a peut-être quelque chose de merveilleux et de vrai aussi dans le fait de ressentir quelque chose de profond du côté de la sensibilité de quelque chose qui disparaît loin de nous, à distance de nous. Voilà. Ouais. Benoît Fontaine, peut-être quelque chose à ajouter? Alors sur la ville, effectivement, il y a des espèces qui apparaissent dans les villes qui étaient avant ailleurs et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et un exemple, par exemple, c'est les perruches à collier qui sont maintenant abondantes dans pas mal de grandes villes en Europe, qui sont des oiseaux originaires d'Inde ou d'Afrique tropicale, qui sont curieusement restreintes aux villes en Europe. Elles vont pas à la campagne. Et c'est vrai que c'est... moi, alors, il y a eu pas mal de débats. Est-ce que c'est bien qu'il y ait des perruches? Est-ce qu'elles vont pas prendre la place des autres oiseaux? Tout ça. Moi, je suis content qu'elles soient là, notamment parce que ça fait plaisir aux citadins de voir ces beaux oiseaux colorés. Et c'est une reconnexion avec la nature. Et on a effectivement ce phénomène d'apparition d'espèces dans les villes. Il faut quand même pas penser que les villes, ça va être... je pense pas que c'est ce que veut dire Joël, hein, mais que les villes, ça va devenir le refuge de la biodiversité, quoi. Il y a quand même pas beaucoup d'espèces par rapport aux millions d'espèces qui vivent sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'accommoder du milieu archi-contraint de la ville. Il y a quelques-unes qui tirent leur épingle du jeu, qui sont très bien là, mais même des espèces qui avant s'accommodaient bien des villes, comme les moineaux dont je parlais tout à l'heure, comme les hirondelles, mais en ville, même la ville, elle devient plus hostile pour eux, et ils déclinent même en ville.
Alors, on va peut-être en France observer quelque chose. C'est trop tôt maintenant pour le voir, mais depuis quelques années, il y a donc la législation sur les pesticides qui impose aux municipalités de plus mettre de pesticides dans les espaces verts en ville. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va pas concerner toute la biodiversité, mais au moins pour les espèces en ville, c'est plutôt un bon. Là, c'est une mesure politique que je salue. La friche, vive la friche. Oui, tout à fait. La friche, le sauvage dans la ville. Le sauvage, et puis ça peut nous inspirer peut-être tous. Je ne sais pas si on s'arrête là ou si, Christophe, on a... On avait quand même pas mal de questions sur l'urgence. Sur l'urgence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de construire cette culture partagée quelles sont vraiment les mesures qu'il y aura à prendre maintenant? Est-ce qu'il y a des choses évidentes qui pourraient être faites en biologie de la conservation et qui ne sont pas faites? Est-ce qu'il y a... Face à l'urgence. Alors, mes collègues auront sûrement plein d'autres choses à dire, mais je voudrais juste dire que évidemment qu'on a le temps, qu'il faut réagir. Enfin, si on ne va pas s'arrêter et regarder continuer à appuyer sur l'accélérateur en fonçant vers le mur. Ce qui se passe avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, c'est un petit peu en miniature ce qui se passe avec la crise de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a plein d'indicateurs, plein de scientifiques qui disent attention, il va y avoir un problème, attention, il faut faire. Et puis on est pris par un agenda qui prend en compte plein d'autres choses, et du coup on prend pas nécessairement les bonnes mesures et pas assez vite. Et avec la biodiversité, avec le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Mais bien sûr qu'il est encore temps de faire quelque chose. Il reste plein d'espèces, il reste plein de nature magnifique. Enfin, il faut faire ce qu'on peut pour la préserver. Et encore une fois, il y a les sphères économiques, politiques qui doivent en prendre leur part, mais les citoyens aussi, par leur... Enfin, ce que je disais tout à l'heure, par leur façon de consommer, de voter, ils ont aussi leur rôle à jouer là, c'est indispensable. Il faut se hâter, mais hâtons-nous lentement, Joël Zask, face à l'urgence. Non, je pense qu'effectivement, le tournant écologique demande non pas de la longue durée, on l'a pas, mais en tout cas de la moyenne durée, et que la précipitation... qui est un peu un argument collapsologue ou collapsologiste est très très problématique. C'est-à-dire que on peut, enfin voilà, il faut disons poser aujourd'hui un certain nombre d'actes dont les conséquences ne seront peut-être pas celles dont nous jouirons de notre vivant, mais qui sont dirigées vers les générations futures. Et je crois que oui, il y a 1000 choses à faire pour les générations futures. Ça me semble, d'animaux ou de nos enfants, en fait. C'est ça. C'est énorme, la tout ce qu'on a à faire. Les générations futures, oui. De fait. Et oui, il y a le temps pour ça. Enfin, il faut que nous prenions le temps de le faire. C'est évident. Oui, c'est plutôt ça, que nous prenions le temps de le faire. Oui. Voilà. Vincent de Victor. Mais c'est pas la peine d'attendre encore 50 ans. C'est ça, on est d'accord. Non, là, on est d'accord, faut y aller. C'est maintenant qu'il faut commencer, quoi. Peut-être pour revenir à ces premières alertes comme Edmond Perrier, on l'a pris comme ça comme point de départ. Moi, en étudiant ce qui s'est passé dans les années 70-80, je peux que être frappé du fait que on comprend pas la trajectoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la prise de conscience sans montrer, documenter l'emprise des consciences aussi. C'est-à-dire, il y a des mécanismes très puissants à que rien ne bouge. Voilà. Parmi ceux-ci, il y a aussi la notion de adaptation, transition écologique, résilience, tout un certain nombre de récits qui vont faire en sorte qu'on délaie le délai avec lequel il va falloir agir. Donc, moi, je suis un petit peu méfiant, intéressé et en quête de recherche de ces processus qui, en fait, font tout pour nous maintenir un petit peu endormis. Vous voyez ? Donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut être capable de montrer que il y a une forme de lucidité aujourd'hui qui est prête à entendre des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'infantilisation, que l'écologie ça va bien se passer, que c'est sans conflit, que c'est quelque chose qui va être simplement moteur de croissance, par exemple, qu'on n'a que des services à tirer de la protection de la nature, etc. Non,
il y a des problèmes qui vont être clairs, qui se posent et qui engendrent des irréversibilités. Je pense que les gens sont prêts à l'entendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer cette idée qu'il faut toujours tout accompagner avec une forme de pacification des enjeux. Ils sont vifs et les gens se mobilisent, ils sont prêts à l'entendre. Le fait d'être capable de reconnaître des irréversibilités, c'est aussi admettre qu'on ne peut pas tout faire sans conséquences. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a une litanie de la promesse de la résolution des conflits aux mesures qui s'engendrent par la technologie. Je pense que de reconnaître que non, on ne désextingue pas une espèce, certaines espèces disparaissent pour toujours, certaines limites climatiques, dans les 20 prochaines années ne sont pas, on peut pas retourner en arrière. C'est quelque chose qu'on est capable de dire ouvertement, sans être collapsologue, effondriste, etc. nécessairement, mais au contraire, comme étant vigilant, très clair sur ce qu'on dit. Par contre, le mot de la fin, c'est d'être du côté de la vie. C'est-à-dire que rien n'est écrit comme étant foutu d'avance, noir, sombre, nécessairement. Absolument d'accord. Il est, je pense, urgent d'être capable d'admettre que cette crise, elle est l'occasion d'une expérience individuelle et collective profonde, en réalité, de changement des causes de ce qui nous a accompagnés jusqu'ici. Et peut-être que une façon de voir les choses, c'est de se poser la question de la destruction. Voilà, pourquoi on détruit ? Quelle est la signification et la justification des destructions aujourd'hui ? Merci pour cette vigilance. On peut s'arrêter sur ce mot-là. Vigilance, c'est pas mal de se dire ça. Justement, c'est du côté de la vie, mais en étant vigilant, avec la conscience de ce qui nous arrive et la conscience des emprises aussi. Je trouve ça très intéressant. Merci infiniment, Vincent de Victor, d'avoir été à distance avec nous depuis Montpellier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nature en crise, Penser la biodiversité, qui est paru au Seuil. Merci Joël Zask. On a parlé de l'ouvrage Zoocity, des animaux sauvages dans la ville, mais aussi Quand la forêt brûle, sur les méga-feux aux éditions Premier Parallèle. Merci Benoît Fontaine, biologiste de la conservation d'Ocomuséum, et vous êtes auteur de La quête du naturaliste, très joli livre, Petite observation sur la nature et la beauté du vivant aux éditions Transboréal. Merci à toute l'équipe culturelle et technique ici à la BNF. Merci à vous, chers amis auditeurs et internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain débat au cœur de la science sur la chaîne YouTube de la BNF. Ce sera le 9 avril prochain. Il s'agira encore de cohabitation, de coexistence. Alors cette fois-ci avec les micro-organismes, et pas seulement pour le pire, mais aussi pour le meilleur, pour les deux, puisqu'on a affaire avec tout ça. Demain, cohabiter avec le vivant, les micro-organismes et nous. Nous serons en compagnie du biologiste et mycologue Marc-André Sellos, de François Renaud, chercheur en génétique et évolution des maladies infectieuses, et de Charlotte Brive, anthropologue des microbes. Et on continuera de secouer tous les cocotiers de nos idées reçues. On peut peut-être, pour finir, citer Hubert Reeves. La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Merci pour votre curiosité à tous. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux de la BNF, de RFI et de FMM. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.